Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. Tout le plaisir est pour nous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Top 15 qui reçoit une figure importante de ces pays qui n'est plus à présenter, Daniel Mukoko Samba. Avec lui, nous allons parler des réserves d'échange. Ce sera une émission à portée didactique. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Bonjour, Daniel Mukoko Samba. Bonjour monsieur. C'est un grand privilège de vous recevoir parce que ça fait un bon moment qu'on ne vous sent plus, vous êtes taiseux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour écrire, il y a un temps pour réfléchir. Disons que j'ai passé beaucoup de temps à écrire. Voilà. Et quand on a écrit, on a des choses à dire. Donc j'aurai bientôt beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, on parle de réserve d'échange. C'est devenu un jargon. Les communs des mortels s'habituent de plus en plus. S'il faut parler des réserves d'échange, en quelques lignes, qu'est-ce que cela représente? Bien, la réserve d'échange, si je dois résumer ça en un seul mot, c'est une épargne. C'est une épargne en devises étrangères, en or monétaire et en DTS, c'est-à-dire en droits de tirage spéciaux. Les droits de tirage spéciaux, c'est on va dire, une forme de monnaie du Fonds monétaire international. Donc, la quantité de devises étrangères, d'or monétaire et de DTS détenus par une banque centrale, c'est cela qu'on appelle les réserves de change. L'autre mot technique, c'est les avoirs extérieurs nets. Mais bon, le mot le plus courant, c'est donc les réserves d'échange. Professeur, il est réputé que les réserves d'échange servent à garantir les importations à monnaie étrangère, comme vous l'avez mentionné tantôt. Alors, la question est de savoir comment sont-elles financées? Bon, un pays, il commerce avec le reste du monde. Il exporte et il importe des biens. Quand il exporte, il gagne. Parce que nous, le Congo, nous exportons du cuivre, par exemple. Nous ne le vendons pas en francs congolais, nous le vendons en dollars. Donc en exportant, nous gagnons des dollars. Mais nous importons aussi des biens. Nous importons du carburant, nous importons malheureusement aussi du riz et d'autres produits alimentaires que nous n'achetons pas en francs congolais, nous les achetons en devises étrangères, le plus couramment en dollars. Donc nous avons besoin de dollars pour importer et nous gagnons des dollars lorsque nous exportons. À part les biens et services, il y a aussi des revenus. Il y a des Congolais qui travaillent à l'extérieur, qui rapatrient vers le pays une partie de leurs revenus, comme vous avez aussi des étrangers qui sont installés au Congo et qui travaillent, qui sont payés et qui rapatrient vers leur pays d'origine une partie de leurs revenus. De la même manière, vous avez des investissements, vous avez des entreprises étrangères qui viennent investir chez nous, c'est-à-dire qui apportent des capitaux pour investir chez nous, tout comme on peut aussi considérer que des entreprises congolaises investissent à l'étranger. Ce mouvement d'entrée et de sortie peut résulter en un solde, en une balance qui peut être en notre faveur ou qui peut être en notre défaveur. Et c'est là qu'interviennent les réserves de change. Parce que, supposons que nous ayons un déficit commercial, c'est-à-dire que la valeur de nos importations dépasse la valeur de nos exportations. C'est-à-dire que nous devons payer plus que ce que nous gagnons lorsque nous vendons à l'extérieur.
À ce moment-là, on a besoin de financer ce déficit. Hein? Si, supposons que nous importons pour 160, mais nous n'exportons que pour 100. Nous avons donc 60 à financer. Et ces 60, vous les financez en vous endettant auprès de l'extérieur. Ou alors, vous allez puiser dans votre épargne. Vous allez puiser dans vos réserves de change. Parce que, supposons que vous ne savez pas vous endetter. Ce qui va vous arriver à ce moment-là, c'est d'importer moins. Et importer moins, ça signifie consommer moins. Supposons par exemple que vous n'avez pas assez de devises étrangères pour importer des produits pétroliers. Eh bien, il va manquer de carburant. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais en 2000, il y a 21 ans, hein, en 99, 2000, on a vécu des scènes ici où il n'y avait pas assez de carburant, où des gens devaient passer la nuit dans les stations-service pour s'aligner de manière à pouvoir acheter du carburant qui était d'ailleurs rationné. On n'avait pas le droit d'acheter plus de 5 litres parfois ou plus de 10 litres, ainsi de suite. À ce moment-là, ce n'est pas qu'il manquait de carburant dans le monde. C'est simplement parce que nous manquions à l'époque de devises étrangères pour importer la quantité nécessaire de carburant dont nous avions besoin. Donc, par là, vous voulez nous dire, professeur Mkoko Samba, qu'il y a un lien entre les réserves d'échange et la balance des paiements? Disons que les réserves d'échange, si je veux caricaturer ou pour présenter ça simplement, c'est le solde de la balance de paiement. La balance des paiements, elle, c'est un compte. Hein. Un compte, donc, pour ceux qui ont fait des cours de comptabilité, c'est un compte qui a un débit et un crédit. Le débit, c'est ce que vous payez, ce que vous devez à l'étranger. Le crédit, c'est ce que vous obtenez de l'étranger. Et la balance de paiement a deux grands comptes, la balance commerciale et la balance, ou la balance courante plutôt, la balance courante et la balance des capitaux. Donc le solde de ces deux grands comptes, c'est ça qui donne les réserves de change. Et si nous considérons que les réserves de change sont logées dans un compte qui est le compte du trésor public, alors peuvent-elles arriver à servir les dépenses contraignantes si l'État est en difficulté c'est justement la grande erreur. Des trésoreries, comme c'est le cas depuis un certain moment. C'est la grande erreur que beaucoup de gens commettent. Il y a une expression, on va dire, courante, que vous connaissez certainement, matelas de devises. Voilà. Les réserves d'échange, c'est cela. Ce n'est pas de la ressource du trésor. C'est pas que c'est un compte dans lequel le trésor peut aller puiser quand il veut ou quand il en a besoin. C'est pas de ça qu'il s'agit. L'État ne peut pas dépenser, amener des dépenses lorsqu'il constate que, vous savez, le stock, on est en difficulté, les trésoreries. Le stock de devises étrangères qu'il y a dans le pays, vous les trouvez auprès des banques commerciales. Dans les banques commerciales, vous avez également des devises étrangères. Et vous avez également au niveau de la banque centrale. Les réserves d'échange dont nous parlons ici, c'est les réserves d'échange au sens strict. C'est-à-dire, nous ne considérons pas le stock de devises étrangères disponible au sein des banques commerciales. Nous parlons plutôt des devises étrangères, je répète, hein, devises étrangères, ça peut aussi être de l'or monétaire ou des DTS, disponibles auprès de la Banque centrale et non préalablement affectés. C'est important de dire non préalablement affectés parce que la vraie mesure des réserves d'échange, c'est les réserves d'échange libres de toute affectation. C'est cela qui constitue, comme on dit en langage simple, le matelas de devises. La notion importante là, c'est quoi? C'est la notion de précaution, de prudence. Ayons une
un volume de devises étrangères qui nous permet de faire face aux besoins en importation dont le pays a besoin s'il s'avérait que nous avions un déficit commercial. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on parle des réserves de change, on l'exprime généralement en nombre de mois d'importation. Donc, j'entends souvent les gens dire « Ah, les réserves ont augmenté, elles sont passées d'autant à autant ». Le plus important, c'est elles couvrent combien de mois d'importation. Il y a une règle, on va dire que ce n'est pas une règle taillée dans le marbre, mais c'est une règle qui est d'utilisation courante. On considère qu'un pays devrait avoir l'équivalent de 3 mois d'importation, c'est-à-dire la quantité de réserves de change devrait couvrir au moins 3 mois d'importation, ce qui fait à peu près 12 semaines. Dans notre cas aujourd'hui, nous sommes à 1 mois d'importation. Ça vous donne déjà une idée de où nous sommes par rapport à où nous devrions être selon cette norme à laquelle je faisais allusion. Venons-en, parce que vous avez déjà ouvert la brèche. Le gouvernement Sama Lukonde vient de réaliser ce que donc qualifie d'exploit en exposant les réserves d'échange près d'un demi-milliard de dollars. Pourriez-vous expliquer comment cela a été possible? La question qu'il faut poser, c'est, j'ai bien dit que nous parlons des réserves d'échange au sens strict, c'est-à-dire au niveau de la Banque centrale. Maintenant, comment la Banque centrale peut obtenir les réserves d'échange? La Banque centrale peut obtenir des réserves d'échange, parce que les réserves d'échange, ça vient d'où? Ça vient de gens qui vendent à l'étranger, les gens qui achètent de l'étranger, c'est là que ça tourne, n'est-ce pas? Ça tourne au niveau des banques commerciales, et puis il peut y avoir une première source d'acquisition des réserves d'échange, c'est lorsqu'il y a rapatriement des recettes d'exportation. Nous avons des entreprises minières qui ne vendent pas au Congo, qui vendent à l'étranger, qui vendent en dollars, et la réglementation de change et d'autres dispositions légales leur demande de rapatrier une partie de leurs recettes au pays, en devises. Ça, c'est une première source. Une deuxième source, c'est que la Banque centrale peut aller racheter sur le marché, peut aller racheter auprès des banques commerciales la quantité de devises qui n'a pas été achetée par les banques. La Banque centrale ne devrait pas être un acheteur de premier ressort. La Banque centrale doit être un acheteur de dernier ressort. Elle observe, parce qu'elle est la banque des banques. Elle observe comment les banques se comportent. Les banques essayent de couvrir leurs besoins en devises entre elles. Lorsqu'elles ne savent pas couvrir leurs besoins en devises entre elles, elles peuvent recourir à la banque de banque. C'est-à-dire une banque commerciale qui a besoin de, je donne comme ça un exemple, qui a besoin de 100 millions de dollars pour couvrir les besoins d'un client importateur. Elle va chercher ces 100 millions de dollars d'abord dans ses propres encaisses, sinon auprès d'autres banques. Et si elle ne trouve pas la quantité nécessaire, elle peut s'adresser à la Banque centrale. Donc ce marché interbancaire de devises, lorsqu'il se résout avec un surplus de devises, à ce moment-là, la Banque centrale vient racheter. Maintenant, revenons à votre question. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en combien? Un mois, 2 mois. Un mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la Banque centrale a racheté pour 500 millions de dollars des réserves ou des devises qui traînaient sur le marché interbancaire? Je doute fort. Est-ce qu'il y a eu un rapatriement exceptionnel de devises étrangères par les entreprises minières? Je me pose des questions. Une autre possibilité, c'est un décaissement du Fonds monétaire international. Parce que le Fonds monétaire international a pour vocation justement, à travers ces programmes, a pour vocation d'apporter de l'appui à la balance des paiements, c'est-à-dire de faire des versements en devises qui viennent conforter les réserves de change. En termes au moins
vulgaire, si nous pouvons le dire ainsi, c'est un endettement. Oui, bien sûr, c'est un endettement, mais il y a des conditions qui sont largement favorables. Est-ce que ça a été le cas? Non, nous ne sommes pas encore en programme, comme vous le savez très bien. Je pense que le gouvernement et le Fonds monétaire se sont mis d'accord sur un programme, mais qui doit être validé par le conseil d'administration du Fonds monétaire international, et ça ne pourra avoir lieu qu'au mois de juillet de cette année. Donc, le premier décaissement, il ne peut pas avoir lieu maintenant. La seule explication que l'on peut trouver, vous vous souviendrez qu'en 2020, le gouvernement Ilonkamba avait commencé à négocier avec le Fonds monétaire international. Et un accord avait été trouvé pour un programme de référence. Un programme de référence, ce n'est pas un programme proprement dit avec le Fonds monétaire international, mais c'est une sorte de mise en train. Hein, quand on a été longtemps, je ne veux pas dire en froid avec le Fonds monétaire international, mais le dernier programme, il avait été rompu en 2012. Et donc en 2020, 8 ans après, on négocie, on se met d'accord sur un programme de référence. Le Fonds monétaire, à ce moment-là, avait demandé au gouvernement, d'arrêter les avances de la Banque centrale au Trésor, parce que ce sont ces avances aussi qui avaient diminué le volume des réserves de change de la Banque centrale. Et deuxièmement, d'annuler les garanties que la Banque centrale avait accordées pour soutenir les prêts du gouvernement auprès des banques commerciales. C'est-à-dire que le gouvernement s'était endetté auprès de certaines banques commerciales et en garantie, le gouvernement avait placé une partie des réserves d'échange auprès de ces banques commerciales. Donc le Fonds monétaire n'a pas cessé de demander que ces ressources soient retournées auprès de la Banque centrale et au mieux d'ailleurs qu'elles soient placées auprès de la Banque des règlements internationaux qui a son siège à Bâle en Suisse et qui est la banque des banques centrales. Donc je pense personnellement, et d'après certaines informations, que c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire ces montants qui étaient sortis de la Banque centrale étaient allés vers les banques commerciales pour garantir des engagements du gouvernement auprès de ces banques commerciales. C'est certainement ces montants qui sont rentrés vers la Banque centrale, gonflant ainsi les réserves d'échange. Si nous avons très bien compris, les réserves d'échange ne sont pas un indicateur pour justifier qu'il y a eu des performances économiques dans un pays. Je crois que c'est ça. Votre commentaire et peut-être votre dernier mot pour ces top 15. Les réserves d'échange, c'est important, surtout dans un pays comme le nôtre, qui est généralement en proie à des chocs exogènes, c'est-à-dire chocs venus de l'extérieur, par exemple une chute brutale des cours de matières premières. C'est un choc dont nous avons l'habitude de souffrir, dont les effets d'ailleurs sont généralement assez immédiats. Et puis nous sommes également une économie fortement dollarisée. Vous verrez que dans les transactions, à la fois dans les transactions bancaires, mais même aussi dans les transactions commerciales, le dollar, il est utilisé au même titre que le franc congolais. Et dans les banques, que ce soit en dépôt ou en crédit, le dollar est la monnaie dominante. Donc, dans ces conditions-là, il est important d'avoir ce maté-là, cette couverture qui nous met à l'abri, pour protéger le taux de change, parce que si vous n'avez pas, je vais vous donner un exemple, en février 2009, nous étions tombés à un jour d'importation. C'est-à-dire les réserves de change auprès de la Banque centrale à l'époque
ne dépassait pas 30 millions de dollars. En un jour d'importation, c'est une situation extrêmement difficile. Quand les réserves de change sont très faibles, à 500 millions, 520 millions, 550 millions, nous étions à combien? Nous étions à 2 semaines d'importation ou un peu moins. Ça, c'est quand même assez je dirais, dangereux, ou je dirais assez délicat par rapport au taux de change. Or, vous savez que lorsque le taux de change bouge, les prix également vont bouger. Et à ce moment-là, c'est chaque Congolais qui le ressent dans son ménage. Donc, les réserves de change, c'est important, mais ce n'est pas le principal indicateur de la bonne santé d'une économie. Comme je vous ai dit au début, c'est une épargne. Et en principe, une épargne doit être placée pour qu'elle puisse générer également des intérêts. D'ailleurs, c'est là la raison d'être du Conseil du Fonds monétaire international, qui conseille donc au gouvernement et à la Banque centrale, à l'autorité monétaire, de plutôt placer ces réserves auprès de la BRI, la Banque des règlements internationaux, au lieu de les placer comme des garanties auprès des banques commerciales. Donc, évidemment, le déconnectant de ces prêts que ces ressources garantissaient, ça peut créer un autre problème. Mais bon, ça c'est au Trésor qui s'était endetté de régler ce problème-là. C'est la fin de cette émission. Au prochain rendez-vous avec la même dose de plaisir. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt pour un prochain numéro de Top 15. iWeb.